Bonjour à tous et bonjour à toutes. Je suis Christophe Collinet, je suis chargé de mission Ville intelligente et durable pour Bordeaux Métropole et j'ai la lourde tâche d'introduire aujourd'hui votre journée du LON francophone donc sur les enjeux de la GTB dans le bâtiment durable de demain. Je voulais commencer déjà par m'excuser de ne pas être parmi vous. J'avais en parallèle en fait des réunions qui étaient prévues de longue date et donc ce conflit d'agenda ne me permet pas de vous rejoindre, ce que je regrette et voilà, je vous prie de m'en excuser à nouveau. Je, En introduction de mon propos sur cette thématique, je voulais déjà présenter, alors je me suis présenté en tant que chargé de mission, mais je voulais également me présenter en tant que secrétaire général d'une association qui s'appelle EG4U, et donc qui signifie E-Green for Users, et dont les objectifs sont de défendre les intérêts des utilisateurs pour un numérique plus sobre et plus durable. Donc, pardon, nos activités au sein de l'association datent d'un peu plus d'une dizaine d'années et nous avons démarré à la demande de la Commission européenne par définir des indicateurs, tenter de normaliser des indicateurs, ce que nous avons fait à travers deux opérations. D'une part, dans le cadre d'un projet européen qui s'appelait City Keys, et d'autre part, dans le cadre d'un mandat que nous avions de la part de la DG Connect, donc, qui est une des directions générales de la Commission européenne et qui nous avait demandé de définir des indicateurs de mesure de la performance énergétique des data centers, ce que nous avons fait. Alors, pourquoi nous être investis au sein de DG4U, dont d'ailleurs je citerai parmi ses membres Daniel Zotti qui nous accueille aujourd'hui. Donc je remercie de nous donner la parole dans ce cadre introductif. Nous avons commencé donc au sein de DG4U sur les indicateurs, mais nous avons très vite évolué, enfin poursuivi nos travaux sur les sujets de l'interopérabilité. Alors, soyons clairs, hein, nous ne sommes pas là pour créer des nouvelles normes ou des nouveaux standards, mais au contraire pour tenter de créer des liens en fait, entre les normes et les standards existants et éventuellement de limiter leur développement. Pour illustrer cela, j'avais juste un exemple qui, je pense, est assez parlant. C'est l'arrivée du GSM dans les années 80. En fait, le GSM est apparu alors que la téléphonie mobile commençait à se développer sur les différents continents, avec des normes et des standards différents qu'on pouvait retrouver soit au sein du continent américain, nord-américain, soit au Japon, soit en Grande-Bretagne, etc. Et donc, si le GSM n'était pas arrivé à cette période-là, en fait, si l'ensemble des acteurs ne s'étaient pas mis d'accord autour de ce protocole, nous en serions toujours à devoir ou changer de téléphone ou prendre un abonnement spécial qui nous permette de pouvoir téléphoner à l'étranger moyennant éventuellement des moulinettes qui permettraient de faire discuter entre eux ces différents protocoles. Donc voilà, ça c'est pour illustrer, ça c'est vrai au niveau de la téléphonie mobile, mais en tant que chargé de mission ville intelligente, je me retrouve très fréquemment à devoir faire fonctionner dans la transversalité des solutions métiers qui, a priori, ne sont absolument pas faites pour se parler. Donc à cet égard, on voit bien que si on développe chacun dans son coin, alors je parle là au niveau d'une ville, et donc avec les différentes structures de direction et les structures administratives liées au métier, que ce soit les métiers du bâtiment, les métiers de la voirie, les métiers de l'énergie,
etc. Donc si c'est différent, de l'éclairage public ou de la sécurité, si ces différents métiers ne se parlent pas entre eux, on se retrouve effectivement avec des solutions qui sont propres à chacun des métiers, et donc dans ce cas-là, dans l'obligation de prévoir tout un tas d'interfaces, de ponts, etc., qui créent à la fois des coûts, qui créent des difficultés de mise en place dans le temps, et qui créent également des difficultés de maintenance et d'évolution. On voit bien là tout l'intérêt de l'interopérabilité lorsque on veut faire évoluer une des solutions indépendamment des autres. J'avais aussi dans ce cadre-là un autre exemple qui était assez enfin qui moi m'a marqué en tout cas, c'est ce qui s'est passé en Inde il y a 5 ou 6 ans. Donc le continent indien, c'est un État-continent, hein, donc un peu plus de... Aujourd'hui, je crois que c'est l'État le plus peuplé au monde, hein, un peu plus d'1,4 milliard habitants, 400 millions d'habitants. Euh, il y a 7 ans, le gouvernement indien avait lancé une opération qui s'appelait 100 Smart Cities, 100 villes intelligentes, et ce projet est parti un petit peu tambour battant, avec chaque ville proposant ses propres solutions, et sans forcément s'inquiéter de la durabilité des solutions, de leur évolutivité, de la réversibilité en cas de retour arrière, etc. Et donc c'est là que le gouvernement indien a pris conscience et des coûts et de la difficulté de faire avancer ces solutions. Et donc on sollicitait les organismes de normalisation et de standardisation. En l'occurrence en Inde, l'organisme s'appelle le TSDSI, et ce TSDSI est en lien avec l'ETSI en Europe, et travaille, j'allais dire, un peu main dans la main, pour pouvoir apporter des réponses aux demandes gouvernementales. Et donc à cette époque-là, donc il y a un peu plus de 5 ans du coup, TSDSI a souhaité se rapprocher de l'ETSI pour porter une norme européenne qui s'appelle 1M2M, et qui a permis de mettre en place des règles d'interopérabilité au sein du gouvernement indien, et donc d'avoir des solutions sur les 100 Smart Cities beaucoup plus agiles et beaucoup plus évolutives que ce que ça n'était. Ça représente des millions, voire des milliards d'euros d'économies sur ces solutions. Donc pour moi, l'intérêt de l'interopérabilité, c'est bien entendu de donner de redonner de la souveraineté et de la capacité de gouverner aux collectivités, mais c'est aussi une manière pour les collectivités de faire des économies, bien entendu, mais c'est surtout une manière pour les industriels de développer des marchés de manière beaucoup plus rapide. Lorsqu'on voit la difficulté que les collectivités ont actuellement à trouver des budgets, on s'aperçoit qu'effectivement, c'est intéressant de trouver, de permettre de leur mettre à disposition des solutions à la fois évolutives, qui les rassurent et qui leur permettent de s'engager sur des solutions beaucoup plus vite que ne l'aurait fait s'il avait fallu se poser des questions justement sur leur évolution. Ceci étant dit, l'interopérabilité est un sujet très important, je le sais aussi pour vous au niveau du landmark, mais il y a un autre sujet sur lequel on revient de plus en plus fréquemment, à la fois dans les collectivités et même au niveau des associations, c'est la partie concernant le numérique responsable, le numérique durable, et la réutilisabilité des consommables liés aux technologies de l'information. Pour une raison simple, c'est qu'en fait, ces ressources ne sont pas infinies, et qu'on s'aperçoit qu'il faut de plus en plus torturer, j'allais dire. C'est pas forcément le bon terme. Il va falloir aller chercher de plus en plus loin, et ça va être de plus en plus difficile de trouver des nouvelles ressources. Certaines d'entre elles, telles que le gallium, on le sait, vont disparaître dans moins de 10 ans. Et donc le gallium étant un des composants principaux de la fabrication de la fibre optique, aujourd'hui il faut vraiment se poser beaucoup de questions là-dessus,
Et il faut avoir en tête qu'il est largement préférable de réutiliser que de jeter. Un petit exemple encore, peut-être un petit peu moins impactant au niveau de la planète, mais lorsqu'on voit que le chargeur universel USB-C a été normalisé au sein de la Commission européenne, ça permet pour tous les chargeurs de smartphones, de laptops maintenant, et même de tout un tas de petits appareils portatifs, d'avoir un chargeur unique et de ne pas se poser la question de, ne pas oublier le chargeur, et surtout lorsqu'on change d'équipement, d'avoir à changer de chargeur. Donc là, c'était 14 millions de tonnes de cuivre par an, évaluées par la Commission, qui seraient économisées grâce à cette norme. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport à la réutilisation et le fait de vouloir davantage porter nos efforts sur la rénovation et l'existant plutôt que de refaire à chaque fois et de jeter. Et si on se penche davantage sur la partie bâtiment, puisque c'est ce qui nous intéresse vraiment aujourd'hui, je voulais également en profiter pour vous parler d'un projet qu'on est en train de mener au niveau de Bordeaux Métropole aujourd'hui, qui s'appelle StackOptim, qui a pour objectif de montrer, de démontrer qu'effectivement, toutes les théories qu'on évoque sur les indicateurs et l'intérêt d'avoir des indicateurs au niveau d'une solution, sur l'interopérabilité, sur la réutilisabilité des composants, a un véritable impact. Et donc ce StackOptim, qui signifie standardisation pour les audits et comptages dans le cadre de la rénovation énergétique de bâtiments, a cet objectif-là, et il a également pour comme intérêt, je dirais, de vouloir intervenir à tous les niveaux de la chaîne de rénovation. Je vais m'expliquer. Donc en fait, le projet, c'est on va faire de la mesure dans des bâtiments, alors en l'occurrence, les partenaires du projet, donc Bordeaux Métropole et un bailleur social de Mot-France, ont un parc de bâtiments publics et privés donc à rénover, et veulent le faire dans un cadre qui soit un peu plus industrialisé que ce qu'on réalise aujourd'hui. Aujourd'hui, en fait, lorsqu'on fait une rénovation énergétique d'un bâtiment, on en fait un audit. Cet audit énergétique est porté à la connaissance des chargés de mission énergie pour les bâtiments, qui en fonction de leur méthode de travail vont privilégier certains moyens. Pour l'illustrer de manière très transparente, hein, on a des chefs de projet qui seront plutôt favorables à changer le système de les chaufferies, d'autres plutôt à la rénovation des ouvrants, d'autres à l'isolation extérieure, intérieure, etc. Donc ce qu'on voulait à travers ce projet, c'est démontrer qu'on pouvait avoir une démarche beaucoup plus méthodologique de ce processus de rénovation, qui a un impact très important pour nous aujourd'hui, puisqu'en fait, un peu plus de 30% des émissions de carbone sont liées aux bâtiments publics, et donc à la consommation énergétique de ces bâtiments. Donc l'idée du projet, c'est de dire on va mesurer le coût énergétique et l'empreinte carbone avant rénovation d'une liste de bâtiments pilotes. On va réaliser des audits énergétiques sur ces bâtiments. Ces audits vont donner lieu à la réalisation de jumeaux numériques. Sur ces jumeaux numériques, on va appliquer des calculs de ce qu'on appelle de la STD. Donc, je pense que pour les professionnels du bâtiment, ça parle immédiatement. Simulation thermique dynamique. Et cette simulation thermique dynamique va nous proposer des bouquets de travaux qui seront, au regard des résultats de la STD, plus ou moins efficaces à la fois sur la réduction énergétique et la consommation énergétique et sur l'empreinte carbone, et qui nous permettront de faire un classement de ces bâtiments pour pouvoir
porter les efforts en fait de la collectivité en priorité sur les bâtiments où le ratio investissement, retour sur investissement énergétique et empreinte carbone soit le plus efficace. Vous le savez sans doute, les collectivités en fait ont des budgets de fonctionnement d'un côté et des budgets d'investissement de l'autre. Les budgets d'investissement n'étant abondés que par le résultat des budgets de fonctionnement. Plus on fera d'économies d'énergie, plus on aura des capacités d'investissement. Voilà, c'est ça que je voulais, la conclusion à laquelle je voulais arriver. Donc, du coup, plus vous avez de budget d'investissement, plus vous pouvez rénover de bâtiments, et on enclenche ainsi une sorte de cercle vertueux qui permet à la fois de dégager du fonctionnement et de rapidement réinvestir. On sait que plus on aura rénové rapidement les bâtiments, et plus on sera efficace. Voilà. Petit exemple de ce qui pouvait effectivement apporter une illustration à vos journées et à vos travaux. J'espère que ces travaux seront fructueux, enfin j'espère, j'en suis certain, hein, ces travaux seront fructueux et je vous souhaite une excellente journée de travail. À très bientôt, j'espère, et cette fois, j'espère pouvoir en tout cas être avec vous physiquement. À bientôt. Au revoir.